L'étudiant Lubavitch est très attaché au code vestimentaire de la tribu. Rabbi a tenu qu'un chassid, un élève du rabbi, un disciple du rabbi, garde le chapeau traditionnel, bien sûr une kippa qui importe à la religion, mais aussi un habit qui est assez sobre, comme le rabbi est habillé lui-même. Tout cela nous garde quelque part un peu d'assimilation, de se mélanger un peu aux autres. C'est pas qu'on est contre, c'est pas qu'on veut se mettre à part, mais on va s'ouvrir sur l'extérieur de notre façon à nous, garder nos propres valeurs et les influencer sur le monde extérieur. Le rabbi nous l'a expliqué, nous l'a demandé. On va voir les juifs, a priori qu'on n'a pas un rapport, pas forcément qu'on connaît. Et on a une approche vers eux, on essaye de pousser chacun, comme il le peut, de rajouter une petite mitzvah, une bonne action, ajouter un peu de lumière dans ce monde qui paraît des fois assez obscur. Bonjour. 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 Vous allez bien? Vous allez bien, vous? Baruch Hashem, grâce à Dieu. Ouais. Moi, je vous donne pas la main puisque... Ah oui. Et voilà. Donc voilà, je vous apporte la sidra. Merci de la semaine. merci bien. Et Voilà. il y a le guide de Hanouka, puisqu'on approche de la fête de Hanouka qui est la semaine prochaine. Oui. Donc voilà le guide. Faut Et pas les oublier. petits cadeaux et les bougies. Bah, alors. ouais. Le jour de Hanouka. Le jour de Hanouka, ouais. Hanouka nous apprend que chaque jour on allume une bougie de plus. Première soir on allume une bougie, deuxième soir une deuxième bougie. Pourquoi? Parce que chaque jour on doit rajouter un peu de lumière dans ce monde. On doit apporter ce message. C'est juste une bougie, c'est juste une flamme à allumer, c'est pas quelque chose de... Et qu'est-ce qu'on gagne si on le fait pas? On fait une bonne action, on gagne à faire une bonne action et on va bientôt un temps, une Mashiach ou en rajoutant J'y chacun. crois pas, votre méchia. J'arrive pas. Là, on est mal barré. Non, mais c'est vrai, écoutez, franchement, ça fait 5000, combien? Plus de 5000 ans que vous l'attendez. Bah, Donc, le fait de voir un autre juif sourire, joyeux, c'est déjà quelque chose de... Je fermerai pas ma boutique le Shabbat, c'est le meilleur jour. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Chez le jeune Lubavitch, séparé des filles dès l'âge de 6 ans, le flirt et les amours de jeunesse n'existent pas. La femme viendra plus tard, quand on se mariera. Vous avez rencontré déjà des filles ou pas? Si vous voulez, c'est-à-dire que comme le fait que chacun, si vous les garçons ou filles, on est éduqués de la même façon, c'est-à-dire les garçons séparément des filles. Donc si vous voulez, les filles ont aussi la même éducation, de ne pas rencontrer de garçons si vous voulez avant le mariage. Donc c'est pour ça que ça ne pose aucun problème pour la suite. On se focalise sur les études, plus que sur autre chose, on va dire. Tu n'as jamais rencontré de fille non plus? Non. Et votre femme, vous comptez la rencontrer par Chidour ou Voilà, je vois que vous êtes bien renseigné. Rabat, Chidour? On va descendre là. Donc c'est Chidour ou pas Chidour? Ouais, Chidour. Mignon, lui. Chidour, mais... La vie du Lubavitch est planifiée jusque dans sa sphère la plus privée. Quand ils se sentent prêts au mariage, les fiancés potentiels s'adressent au marieur de la communauté, le chatran. C'est lui qui va décider. Le chatran, c'est un peu l'agent matrimonial. Si moi j'ai une fille, je m'adresse à ce chatran, je dis voilà, je cherche quelqu'un pour ma fille, me demanderait quelques éléments, qu'est-ce qu'elle cherche ou quel est son critère, ou le sens inverse, ou un homme qui chercherait pour son fils. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de lire que c'est quelque chose qui a été repris également dans le monde contemporain. Ça s'appelle quelque chose comme le speed dating, quelque chose comme ça. Ça a été tout à fait le modèle, sauf que là, il mesure à 10 minutes. Je ne sais pas pourquoi en 10 minutes, ça doit être le déclic. Des fois, ça peut être des heures et des fois, ça peut être en 10 minutes. Mais c'est ce principe-là qui a été repris. Je ne sais pas si vous avez, mais le mot luba en Russie veut dire amour. Voilà. Donc c'est le luba dating. Dès son mariage, la vie de la femme Lubavitch va être bouleversée. Désormais, elle ne pourra plus se montrer en public avec ses vrais cheveux. Considérés comme une partie intime du corps, ils seront coupés. La femme devra porter une perruque toute la journée. Racontez la perruque. Tu veux te coiffer toi aussi? Tu veux couper les cheveux? Non. Bien, comme ça on est à côté de maman. C'est bien ce système là pour ne pas que ça bouge. Parce que sinon... Ouais,
Quand elle me coiffe Ingrid, elle tire en plus Ingrid. Alors je te dis pas, la perruque... Ça a été très dur au début. D'abord vis-à-vis de moi-même, parce que moi-même, j'étais pas tellement prête à porter une perruque. Et puis vis-à-vis de mon entourage aussi, parce que c'est quelque chose qui dérange un peu les gens. Ils ont l'impression que c'est réservé aux vieilles femmes ou aux femmes malades. Donc à 20 ans, porter une perruque, c'est pas dans la mentalité des gens. Donc au début, ça choque. Et puis bon, après, on s'habitue, quoi. Après, c'est devenu quelque chose de naturel. Pour moi, c'est quelque chose de normal. Aujourd'hui, je suis sûre que je ne pourrais plus ne pas porter la perruque. Regardez, elle change de tête quand elle veut. Elle est toujours élégante, toujours bien mise. Non, ça va. Vous pensez que le but de porter la perruque, c'est de s'en les dire. C'est pas de s'en les dire, c'est de cacher la nudité qui est le cheveu. Alors après, on peut le cacher comme on veut. Le truc, c'est comme un vêtement. Donc on peut porter un très beau vêtement, comme on peut porter un vêtement affreux. Mais en règle générale, on préfère porter un beau vêtement. Allez, on retourne dans le froid intense. Les Lubavitch ont un code vestimentaire précis que les femmes doivent respecter. Hormis le visage et les mains, aucun centimètre carré de peau ne devra être dévoilé. La femme Lubavitch doit mettre en sourdine sa féminité selon des règles codifiées. On ne porte pas de pantalon, on porte que des jupes et des robes. Pas de court, des jupes et des robes qui couvrent le genou. Et pas de décolleté, pas de bras découverts, donc des manches. Minimum au coude. Et voilà. Pas de choses hyper moulantes, pas de choses provocantes, quoi. Il suffit de prendre le pli et puis c'est terminé. On ne regarde pas les choses qui nous sont pas permises et puis c'est terminé. Mais après, il y a tout style de femmes. Hein. Il y a les classiques, il y a des filles hyper branchées qui vont suivre la mode en essayant de s'accommoder par rapport aux règles. Il y a tout. Je pense qu'il y a des contraintes de vie peut-être un petit peu pour les gens de l'extérieur. Nous, on ne le vit pas comme des contraintes déjà, oui, c'est premièrement. ça, c'est que le mot contrainte n'est pas... C'est un mode de vie n'est pas approprié, c'est notre mode de vie et puis... Il peut paraître contraignant vu de l'extérieur. Ah oui, mais c'est sûr que celui qui nous suivrait et qui n'y connaît rien, il nous prendrait pour des martiens. L'homme Lubavitch est lui aussi contraint à un look préétabli qui le suivra toute sa vie. Seule fantaisie, il est libre de choisir son chapeau. Le must et le borsalino. Une seule boutique le vend, à Brooklyn évidemment. Quel prix tu cherches? Borsalino, c'est plus beau, il va acheter quelque chose de beau. Il doit se marier bientôt. Et donc, pour cette occasion, il souhaite acheter un chapeau pour le porter le jour de son mariage. Il y a les règles, c'est les règles du bon goût et de ce qui nous plaît. Donc, juste pour la petite histoire, en fait, souvent on me demande pourquoi il y a la tradition de porter un chapeau. La réponse est qu'il n'y en a pas. C'est un pur phénomène de mode. Et après, l'idée, c'est qu'on choisit le chapeau qui nous plaît. Pas trop large? C'est pas trop large? En fait, les bords sont larges par rapport à la... Mais je trouve qu'il est... Finalement, ça vous va bien, hein, tu vois, alors, je vois, finalement... Tu vas l'acheter, je crois. La femme Lubavitch est le pilier du foyer. Sa principale fonction est de veiller au respect de la cacheroute, une loi qui fixe les règles strictes de l'alimentation. Bravo. Demande à papa s'il veut la mayonnaise. Pas cachère. Oui, j'ai cachère. Maman, elle achète des choses pas cachère. Est-ce que tu crois que... Non. Alors, tout doit être cachère. En fait, beaucoup de produits sont achetés dans le cachère, mais beaucoup de produits sont aussi achetés dans les grandes surfaces. À partir du moment où il n'y a pas de composition à partir de matière de viande, c'est-à-dire de gélatine, etc., on peut prendre... En fait, on a des chimistes qui vont dans les usines pour vérifier la vraie composition. Et on a une liste qui sort tous les ans avec les produits autorisés ou non autorisés. On a maintenant la crème chantilly cachère à fouetter en 3 secondes. On a beaucoup de produits qui viennent des États-Unis, d'Israël, etc., qui nous facilitent la tâche énormément, quoi. Aujourd'hui, on n'a plus rien à envier aux boulangeries et aux pâtisseries non cachères, quoi. On a tout.
Alors, l'organisation de ma cuisine, on doit séparer le lait de la viande. Donc, moi, ici, comme c'est pas très équipé, toute ma cuisine est réservée à la viande. Et à part dans l'appartement, j'ai un petit coin... Oui, tu vas manger, attends. J'ai un petit coin douche que j'ai condamné avec un lavabo où je fais ma vaisselle de lait. Donc là, j'ai un lavabo que j'ai réservé pour ma vaisselle de lait. Ici, j'ai un petit four de lait, une petite plaque que je sors et que j'utilise dans ma cuisine quand j'en ai besoin. Dans le frigidaire, j'ai un compartiment qui est réservé pour le lait de la même façon. Et puis le reste, c'est réservé pour la viande. Donc le compartiment du haut, c'est tout ce qui est nettage. Et le reste, c'est la viande. Il y a des gens qui ont 2 frigidaires, mais bon, par... c'est pas une obligation. À partir du moment où c'est séparé, il n'y a pas de problème. C'est un des commandements dans la Torah qui fait qu'on ne mélange pas le lait et la viande. Et c'est un des commandements qui n'a pas de raison, des raisons qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas, disons. La tribu Lubavitch est aujourd'hui en pleine expansion. De plus en plus de disciples, attirés par ce retour aux origines de la religion, viennent chaque année augmenter les rangs de la communauté. Et même si le rabbi n'a jamais été remplacé, c'est toujours son image et sa parole qui veillent sur les milliers de Lubavitch rassemblés au congrès. Il y a plus de 1500 personnes qui sont venues du monde entier et ce n'est qu'une partie des délégués du mouvement Lubavitch. Ça n'a pas toujours été le cas. Et le chiffre ne fait que croître d'année en année. Et c'est vrai de toutes les institutions Lubavitch dans le monde, dont le nombre a été plus que quintuplé en une période de 2 ans. Le mouvement Lubavitch estime que tout est toujours possible. Ne jamais se satisfaire de ce qu'on possède déjà. Débrider l'énergie qui est en nous, aller plus loin. Lors du banquet de clôture, pas une femme n'est représentée, ce qui n'empêche pas les hommes de rire, boire et danser. Pour servir Dieu, tout est permis. Soyez joyeux, leur avait dit le rabbi. Voilà, les Lubavitch, une tribu très secrète. Et je remercie et je félicite Benoît Cresson et Gaël Benaïm. Et pour aller plus loin, j'accueille maintenant Chaim Nissenbaum. Bonsoir. Bonsoir. J'accueille Philippe et Florence Chély. Et j'accueille Igal et Esther Elkmies. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Alors, Chaim Nissenbaum, vous êtes le porte-parole du mouvement Lubavitch en France. Vous êtes vice-président du consistoire israélite et puis chargé de mission au ministère de l'Emploi. C'est-à-dire que pendant la journée, vous êtes fonctionnaire, tout simplement. Oui, tout ça ensemble. Tout ça va ensemble, très bien. Philippe Chély, bonsoir. Vous êtes directeur des ventes dans une agence de publicité. Florence Chély, vous êtes l'épouse de Philippe, vous êtes femme au foyer. Igal Elkmies, vous êtes ingénieur informaticien. Et vous, Esther, vous êtes l'épouse de Igal et vous êtes femme au foyer. Voilà. Alors, je voudrais qu'on commence avec les croyances. On a vu dans le reportage de Cresson et Benaïm, on a vu le fameux rabbi Schneerson, qui est quand même un petit peu le maître des Lubavitch. C'était le 7e rabbin dans la lignée, dans la dynastie. Grande personnalité. Je crois que vous l'avez rencontré à New York lors d'un voyage et que c'est ce qui a déclenché chez vous, Philippe, finalement, votre engagement dans le Lubavitch. Tout à fait, c'est-à-dire que c'était au cours d'un voyage touristique. Ouais. À cette époque, je n'étais pas du tout pratiquant, ouais. Ou on va dire légèrement traditionnaliste. Et au cours d'un voyage touristique, je me suis rendu, comme j'aurais très bien pu me rendre dans un quartier juif, dans une autre capitale, dans une autre ville à travers le monde. Et j'ai donc rencontré à ce moment-là le rabbi Lubavitch. J'ai assisté, si vous voulez, à un de ses discours qu'on m'a traduit, on m'a expliqué. Et je pense qu'il y a eu le déclic qui s'est passé à ce moment-là
par l'intensité de son discours et par le charisme qu'il... Oui. Est-ce que c'était le Messie? Parce que la vraie question, c'est ça. C'est-à-dire que bon, on sait que les Juifs attendent le Messie depuis 5000 ans. Il doit arriver là, incessamment sous peu. Mais il y a des gens qui ont dit que lui était vraiment... La dame du reportage, elle attend plus. Oui, elle attend plus. D'ailleurs, on dit très souvent qu'il vaudrait mieux qu'il arrive tout de suite tant qu'il y a encore des gens qui l'attendent. Oui. Alors, oui, il devrait se presser un tout petit peu. Et, écoutez, le problème de savoir si le Rabbi de Lubavitch est le Messie ou pas, c'est pas véritablement le sujet. Moi, à mon époque, lorsque j'ai adhéré au mouvement Lubavitch et lorsque j'ai commencé à rentrer dans le mouvement Lubavitch, j'avais jamais entendu parler du Messie.